Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Prise de vue où cette semaine, finalement, je vous parle du film Good Dog, un film dont je vous ai cassé les oreilles pendant un petit bout parce que j'étais vraiment curieux de le voir. La bande-annonce, comme beaucoup de personnes, avait vraiment piqué ma curiosité. C'est l'histoire d'un chien du nom de Indy qui vit des moments surnaturels. C'est en fait un film d'horreur dont toute l'action se passe du point de vue du chien et la bande-annonce, première bande-annonce qui a fait sortie sur le web avait fait fureur, même il y avait du monde qui s'était mis en panique à savoir si le chien allait mourir ou pas à la fin du film. Il est pas disponible en streaming, il va être disponible d'après moi sur la plateforme d'horreur Shudder d'ici la fin du mois. Il est en vidéo on demand, j'ai payé pour. Est-ce que c'était un film qui était où j'étais peut-être trop hype pour? Peut-être, ouais. Mais avant, je vais vous parler d'un film qui est disponible sur la plateforme de streaming Hulu, disponible à travers le Canada par Disney+. C'est un peu comme HBO Max est disponible à travers Crave, ben Hulu maintenant disponible à travers Disney+, pour nous les Canadiens. Mais avant ça, je veux m'excuser parce que je suis après combattre une grippe. Je suis au dernier jour de ce combat-là, puis ça regarde comme si que je vais survivre. So, yeah pour moi. Ça fait si à un moment donné, je me mets à tousser ou je commence à sonner comme si je suis possédé, ben c'est à cause de ma grippe. Fait, je m'en excuse pour ça. Mais le film dont je vais vous parler, c'est The Hand That Rocks the Cradle, qui est en fait un reboot, un remake, ou même on peut dire une réimagination de l'original The Hand That Rocks the Cradle, paru en 1992. Un film à l'époque que j'avais été voir au Cinépark avant avec un de mes buddies. Pourquoi TQ de 16-17 ans était voir un film aussi dark, aussi sérieux que ça? Aucune idée, c'était pas un film pour moi, pas en tout, surtout pas à cette époque-là, j'étais pas assez mature pour comprendre vraiment tout ce qui se passait là-dedans. Mais le film original de Hand That Rocks the Cradle est quand même pas un mauvais film. Si t'aimes les thrillers psychologiques, puis t'es un peu nostalgique du cinéma, celui-là est un bon thriller psychologique avec une bonne vibe des années 90. C'est pas niveau Basic Instinct, mettons, mais quand même, le film se tient assez bien par lui-même. Absolument pas besoin d'un reboot, mais Hollywood a décidé, ben pourquoi pas. Hein? L'histoire originale, ça se passe autour d'une femme qui est membre de famille, elle est mariée à un enfant, elle est enceinte, puis pendant qu'elle va voir son médecin justement pour des tests, ben, elle s'aperçoit que le médecin subtilement agresse sexuellement ses patientes avec des tests physiques complètement inutiles juste pour les toucher. Elle décide de porter plainte, 4 autres femmes décident de porter plainte aussi, ça fait que lui, au lieu de faire face à la justice, décide de s'enlever la vie, et lui qui était marié avec une femme qui était aussi enceinte, et bien cette femme-là, maintenant veuve, apprend qu'elle va tout perdre l'argent à cause de possibles, justement, mises en demeure, tout ça, et avec le stress, perd le bébé, donc avec ça, elle perd tout, ça fait qu'elle décide de se réinventer une nouvelle identité, se faire engager comme gardienne d'enfant, à part cette femme-là, qu'elle blâme personnellement, et petit à petit, lentement mais sûrement, commence à détruire sa vie en créant de la paranoïa avec ses enfants, avec son mari, avec ses amis autour, jusqu'à ce que le lac final où tout est découvert, puis là, tout explose. Comme je disais, quand même pas un mauvais film pour l'époque. Je pense pas qu'il avait été un gros hit, mais moi, je l'avais trouvé pas si mal que ça parce que je l'ai réécouté justement récemment parce que l'original et le reboot sont tous les deux sur Hulu. Étant donné que j'avais pas vu ce film-là en quasiment 40 ans, au moins 35 ans, je voulais me rafraîchir la mémoire. Puis, tu sais, pas été impressionné, mais pas été déçu. Mais c'est pas de ce film-là qu'on va parler, c'est la nouvelle version 2025 du film The Hand That Rocks the Cradle. Et en partant, ben, je peux vous dire que je lui donne un beau gros généreux 3 sur 10. Je suis vraiment généreux. Oh boy. Quand on vous dit qu'on n'avait pas besoin d'un remake, on n'avait pas besoin d'un remake. La prémisse est pas mal semblable, mais on a voulu comme réimaginer l'histoire. C'est pour faire comme du copier-coller d'un film à l'autre. Sinon, tu sais qu'est-ce qui va se passer, puis ça devient moins intéressant. Ça fait qu'on a décidé de vouloir changer les choses un peu. Le problème, le film en tant que tel, il y a comme pas de prémisse, pas d'installation, pas de présentation de l'univers ou des personnages qui est là. Vraiment, le remake assume que tu as vu l'original. C'est pour ça que tu écoutes cette nouvelle version-là. Moi, je suis un ceux-là que oui, en effet, j'aime écouter
une version originale, surtout si je sais que c'est un remake d'un autre film, ou même comme les films les adaptations de Stephen King. J'aime lire le livre avant d'aller voir le film, juste pour comparer, voir qu'est-ce qui est pareil, voir qu'est-ce qui est différent, voir qu'est-ce qui est meilleur. Mais je sais que c'est pas tout le monde comme ça faire ça. Mais ce film-là assume que si tu écoutes la version 2025, c'est que tu as écouté la version de 1992. Parce qu'il n'y a pas de présentation, comme je vous dis, on vous lance direct dans le feu de l'action. C'est une femme qui est avocate, qu'elle est enceinte, où on nous laisse savoir subtilement qu'elle aussi, elle a une fille, elle est mariée. C'est une avocate qui aime aider les personnes dans le besoin. Elle rencontre cette jeune fille-là qui, justement, a des problèmes financiers, problèmes de pouvoir pouvoir se permettre un appartement, puis elle veut l'aider. Là, elle tombe enceinte, une couple de mois plus tard, après qu'elle a accouché, elle croit à cette femme-là par pur hasard et décide, pour vraiment aucune raison, de l'engager comme gardienne d'enfants. Et au début, tout va bien, elle a fait une bonne job, elle est contente de ça. Le mari est pas trop sûr de ça, il était comme une nouvelle personne, mais faut qu'il avoue qu'elle a fait une bonne job avec la petite. Ça fait que pour l'aider encore plus, le couple décide de l'inviter à rester avec eux. Puis c'est là que l'action vraiment commence, un peu plus l'action, parce que c'est là, étant donné qu'on sait qu'est-ce qui se passe dans le premier, c'est là aussi qu'elle commence à petit détruire la vie de la femme en tant que telle jusqu'à l'acte final, où tout est dévoilé. Mais le problème, justement, c'est ce genre de début de film où on ne nous présente pas vraiment rien, on ne sait pas vraiment rien de personne, on veut garder ça dans le mystère. La seule façon que ça va sauver début de même, c'est que tu as un bon twist à la fin. Et vers la fin, en effet, il y a un twist sur toute l'histoire, sur les personnages, à savoir ce qui est vraiment le bon personnage, ce qui est vraiment le méchant personnage là-dedans. Mais par le temps que tu traces ce twist-là, tu cœurs plus du film. T'as décroché, t'es plus intéressé. Le problème est que une majeure partie des scènes, c'est forcé. Il n'y a pas de logique ou de raison à être à ce qui se passe dans certaines situations. On dirait que c'est vraiment forcé pour qu'on se rende à la fin de l'histoire qu'on a écrit pour ce film-là. Aussitôt que elle est invitée à rester à la maison, la gardienne, puis qu'elle accepte, là, on dirait les personnages changent d'humeur, enfin 180 degrés pour aucune raison. Elle commence à agir vraiment quelqu'un de bête, quelqu'un vraiment de pas fiable. La maman, pour aucune raison, commence à regretter son choix, puis à douter de la qualité du travail de la gardienne. Vraiment, il n'y a aucune raison, il n'y a pas d'explication, rien là-dedans. À un moment donné, il y a un personnage qui découvre le poteau rose, confronte la gardienne, se fait attaquer et en danger pour sa vie. Qu'est-ce qui est arrivé avec lui? On ne sait pas, c'est pas dit. On ne dit même pas qu'est-ce qui se passe. Au début du film, on nous laisse savoir assez régulièrement que là où ils vivent, la rue, le monde roule beaucoup trop vite, puis c'est un problème, puis ça pourrait être dangereux pour quelqu'un. Ils en parlent assez souvent qu'à un moment donné, t'es comme, OK, ça, le fait que le monde roule trop vite dans la rue, ça va jouer un impact à l'action de la fin. Et en effet, ça joue un rôle justement pour comment le film se termine. Ça fait que c'est prévisible. Ce qui est prévisible est prévisible, et le twist par la fin est vraiment pas si intéressant que ça, surtout t'es plus intéressé à l'action, au dénouement, au développement des personnages. Ça fait que le film rate la cible pas mal de bout à l'autre. Une des raisons pourquoi que je voulais voir ce film-là, c'est que Martin Starr a un petit rôle dedans. Martin Starr, le nom, il vous est peut-être pas familier, mais si t'es fan de comédie, lui joue pas mal des rôles secondaires à travers des films et de la télévision. Et pas mal ce qu'on appelle le comic relief. C'est de la comédie, c'est Marvel. Tu l'as vu dans la dernière trilogie de Spider-Man. Il joue tout de suite dans l'excellente série Tulsa King sur Paramount Plus avec Sylvester Stallone. Ça fait, je pensais, d'un film qui est quand même assez sérieux. Je voulais voir c'est qu'est-ce qu'il allait nous offrir. Et encore une fois, il y a un peu le comic relief du film, mais le problème, il n'y a rien de comique dans le film. Ça fait que même pour lui, ça rate un peu la marque. Ça fait que The Hand That Rocks the Cradle, présentement, c'est sur Hulu, à travers Disney+. Fait que si tu as du temps à perdre, tu peux écouter les deux, les comparer. Moi, je te suggère d'écouter l'original si tu veux un thriller psychologique, puis skipper le deuxième. Mais écoute, c'est ta vie, c'est ton temps, tu fais ce que tu veux avec. Mais la version 2025, là, yark! Et là, maintenant, je vous parle du film
good boy, hey, oui, que j'ai payé extra, payé on demand pour le voir. J'étais curieux à ce point-là. Le film qui a joué d'une coupe de salles de cinéma parce que le trailer a tellement créé un buzz autour du film qu'on a décidé de le sortir justement dans certaines salles. Il n'y a pas joué par ici, malheureusement, parce que sinon, j'ai arrêté de le voir tout de suite. Mais là, ça y est, je l'ai vu. Et est-ce qu'il vaut la peine? Est-ce que le hype était bon pour? Ben, moi, j'y donne un 6.5 sur 10. Écoute, je m'attendais de quoi d'assez intéressant, puis à quelque part, je l'ai eu. Je savais que ça allait pas être révolutionnaire, un peu comme en 99, le Blair Witch Project avec les found footage, les films found footage, là, je savais que ça allait pas être de ça, mais je pensais peut-être de quoi d'expérimental, de quoi d'intéressant, un peu comme no One's Coming to Save Us ou Azrael, où c'est des films où il y a zéro ou presque pas de dialogue tout le long, qui quand même risqué, mais peut être intéressant pour des films un peu expérimentaux. Ce film-là, justement, c'était un peu risqué de faire, justement, une histoire basée sur un chien, surtout un film d'horreur, mais à ce que je sache, ça n'a pas vraiment été fait. C'est un petit film indépendant, c'est à petit budget, ça paraît. Des fois, ça joue dans la force du film, justement, surtout côté effets spéciaux, où on y va à la bonne vieille façon. Puis moi, je l'ai déjà dit, côté film d'horreur, le CGI accote pas les bonnes vieilles effets pratiques, même pas proches. Mais Indy, justement, c'est un chien qui vient avec son maître. Puis tout de suite en partant, on nous montre deux choses. Le maître du nom de Todd a des graves problèmes de santé. Si on nous dit vraiment c'est quoi ses problèmes, on sait que c'est quand même assez grave et que lui et Indy, Todd et Indy, eh bien, s'aiment beaucoup. Todd aime son chien, Indy aime son maître, ils sont passionnés l'un pour l'autre, puis ils sont là pour l'autre, puis on nous montre ça. Et à un moment donné, bien là, on voit que Todd décide d'aller vivre dans la maison de leur défunt grand-père. Et ça, c'est contre les protestations de sa sœur, qui dit qu'il devrait rester en ville pour être proche d'un hôpital pour sa santé. Puis lui, il dit au contraire, j'ai besoin de déconnecter de tout, puis vivre en forêt, puis être tranquille, puis juste caché de tout le monde. Ça fait qu'il va là avec son chien Indy, et c'est là que les moments surnaturels commencent. Au début, c'est classique film d'horreur, là, le style là où on pense qu'il y a de quoi qui se passe, mais finalement, c'est juste un accident ou de quoi qui fonctionne pas, comme les lumières à travers la maison commencent comme à flasher, à se baisser, puis à monter, puis tout ça, puis là, comme, ouh, qu'est-ce qui se passe? Le chien regarde partout. Finalement, c'est le breaker qui a sauté. Mais au fur et à mesure que le film avance, ben là, c'est là que les éléments surnaturels ont vraiment lieu. C'est vraiment à travers le point de vue du chien, parce que le Todd, le maître, lui, s'aperçoit pas de ça, il a ses problèmes à lui-même, fait qu'il voit pas ça. Et c'est jusqu'à ce qu'à la fin où là, il est affecté par qu'est-ce qui se passe dans la maison et sur le terrain. Et on a le dénouement final avec le chien. Et si justement, tu étais stressé à savoir le chien allait mourir ou pas, ben le site d'horreur et science-fiction Bloody Disgusting avait fait un article et avait donné la chance au monde à cliquer sur un lien et ruiner la fin du film, donner un spoiler à savoir si le chien allait mourir ou pas. Moi, je vous le dirais pas. Parce qu'à quelque part, c'est un film. On sait qu'aujourd'hui, le chien est toujours bel et bien vivant. C'était le chien du directeur dans le nom m'échappe, c'est quelqu'un de pas connu, là, mais dans la vie de tous les jours, le chien est bon. Dans le film, peut-être. Écoute-le puis tu vas savoir. moi, je veux pas rien spoiler pour toi. Ça fait que c'est quand même intéressant. Le concept, l'idée, tout ça. Le problème, c'est que on sait pas ce qui se passe dans le film. On sait pas de où ça vient. Ces moments surnaturels-là, ces créatures-là, ces monstres-là. On sait que le grand-père, à un moment donné, aurait été affecté par ça, mais étant donné que c'est du point de vue du chien, ben on nous explique pas vraiment, parce que je ne sais pas si tu savais, mais un chien, ça parle pas, tu sais, là. Ça fait qu'il peut pas nous décrire qu'est-ce qui se passe. Faut vraiment que tu regardes puis que tu déduis par toi-même, mais en même temps, c'est jamais clair à 100% de qu'est-ce qui se passe ou ces affaires-là surnaturelles, de où ça vient. Pour justement suivre l'histoire, faut que tu portes attention à qu'est-ce qui se passe autour du chien Indy, comme les conversations par téléphone où son maître, à un moment donné, il parle avec sa sœur, puis et Cécile ne sont pas d'accord justement avec ce qui se passe avec le fait que il prend pas soin de sa santé plus qu'il faut. À un moment donné, il va rencontrer le voisin qui était bon ami avec son grand-père et raconte justement un peu comment son grand-père était quand il était en vie puis tout ça. Mais c'est jamais clair à savoir ce qui se passe. Puis oui, dans un film d'horreur du mystère, c'est bon. C'est mettons, tu vas avec Halloween, le personnage de Michael Myers, pourquoi qu'il tue de même, pourquoi qu'il est centré sur Lower Strode, on ne sait pas.
mais c'est correct parce on a le personnage, on sait qu'il est violent, on sait qu'il est dangereux, on sait qu'il est cruel, puis ça, on est correct avec ça, puis on aime le mystère de savoir pourquoi ces deux-là sont en guerre de même, sans vraiment aucune raison valable, ou du moins que nous autres, on peut pas voir, mais ça, c'est correct. Au moins, on a comme une base d'explication, une base de raisonnement basée sur un personnage qui est vraiment méchant, mais donc, on n'a rien, on a zéro explication de rien, puis je veux dire, si t'as pas une base de raisonnement ou d'explication, on dirait, ben là, c'est dur de t'investir émotionnellement. Qu'est-ce qui se passe avec le chien? Le chien fait un bon rôle, justement, tout le long. C'est des scènes qui est quand même assez intenses ou des places qui sont des jump scenes. Le chef fait une bonne... Honnêtement, juste au début, première scène où on nous montre que Todd est vraiment malade, puis il demande qu'il vienne l'aider, puis c'est urgent, et tout le monde est centré sur Todd. Le chien, il regarde par là, c'est comme l'action est là, lui, il regarde par là, comment dire, comme s'il regarde l'équipe de production qui a préfilmé, là, mais à part de ça, le chien, il fait le bon job, mais c'est juste que, étant donné qu'il parle pas, il peut pas rien nous décrire de ce qui se passe, puis ça a été ça. Vraiment, là où le film a perdu ben des points pour moi, c'est que oui, c'est intéressant parce que tu sais que c'est expérimental, c'est basé sur ce que le chien perçoit, mais ça aurait été fun d'en savoir plus, justement, un background sur toutes ces affaires-là. Je sais pas. Le film, d'après moi, c'est des films d'horreur, il vaut la peine d'être vu. C'est quand même un film qui est cool. C'est un film de 1h15, 1h14 minutes. Ça fait que ça s'écoute quand même assez bien. Puis comme je dis, si tu veux pas payer pour, il va être sur le streaming, les plateformes de streaming, probablement, d'après moi, ça va être Shudder d'ici la fin du mois. Mais Good Dog, qui est un good film, mais pas great, mettons. La semaine prochaine, je vous reviens avec Predator Badland, un film que je vais voir mercredi. J'ai bien hâte. D'habituellement, les avant-premières, c'est les jeudis, mais celui-là, c'est mercredi. Je ne sais pas s'il y a de quoi en fin de semaine du côté des Américains. Thanksgiving, ça se peut-tu? Je suis pas sûr, mais il joue une journée d'avance. Ça fait moi, j'en ai profité pour aller le voir. Vraiment hâte de voir Predator Badland, de la franchise, bien sûr. Predator, des films qui existent depuis 1987 avec le premier qui mettait en vedette Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Jesse Ventura aussi était dans ce film-là, ancien lutteur et ancien gouverneur du Minnesota, je pense. Mais en tout cas, j'ai été en politique à un moment donné. Puis après ça, après ce film-là, on a eu une série de films dans les 40 dernières années. J'en parlerai avec plus de détails la semaine prochaine de la franchise Predator. Dans 2 semaines, on a pour sûr 2 films avec The Running Man, un film basé sur un livre de Stephen King. Donc, on avait eu un film dans les années 80 qui mettait en vedette encore une fois Arnold Schwarzenegger. Dans les années 80, Arnold il était partout. Là, on a une nouvelle version, une adaptation 2025. Puis ce que j'aime de ce film-là, c'est que ça va être aussi dirigé par Edgar Wright, qui nous a fait d'excellents films avec Nick Frost, puis Simon Pegg, si on pense à Shaun of the Dead, Hot Fuzz, puis The World's End. Il avait travaillé sur Ant-Man aussi pour Marvel. Il avait commencé, mais il y a des différents de création. Il avait quitté le projet, mais quand même crédité pour certains aspects du film Ant-Man avec Paul Rudd. Puis aussi, on va voir le film Keeper de Osgood Perkins, qui lui, au début de l'année, au mois de février, nous avait offert l'excellent The Monkey, un film dont j'ai parlé au début de l'année aussi, au mois de février dernier, que j'ai vraiment, vraiment aimé. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous offrir avec Keeper. J'ai vu 2 bandes annonces, puis encore une fois, j'ai aucune idée de ce qui se passe dans ce film-là. Je pense que ça va être toute une ride, d'après moi. Je pense que ça va être de quoi d'assez particulier. Ça fait, je suis bien curieux de ce film-là. À part de ça, il y a encore des bons films qui s'en viennent aussi du côté streaming, qui s'en viennent au mois de novembre, peut-être du côté de Netflix, puis du côté de Amazon Prime que j'ai vu. Puis j'ai vu les bonnes annonces, puis ça a piqué ma curiosité. Il y a Family Plan 2 aussi sur Apple TV+, qui s'en vient avec Mark Wahlberg. Faudrait que je réécoute le premier Family Plan qui était sorti une couple d'années passées, que j'ai trouvé, si je me trompe pas si mal que ça. Au mois de décembre aussi, il y a des bons films qui s'en viennent avec Anaconda, avec Jack Black, puis Paul Rudd. Je dis, bon, en tout cas, des films qui m'intéressent. Et évidemment, Avatar qui va être encore une fois un gros hit, c'est certain. Et là, on commence à nous parler des films aussi qui s'en viennent en 2026. Moi, personnellement, ce qui s'en vient en 2026, c'est le film Werewolf de Robert Eggers qui s'en vient au mois de décembre, 26 décembre, si je me trompe pas. J'ai assez hâte de voir ce film-là dans 13 mois. Je compte quasiment les secondes. Je suis rendu là. Hâte de voir ça. On va voir Violent Night 2. Le film, il a fini récemment le tournage. Ça fait que ça va être la fun aussi, parce que le premier Violent Night, c'est un film de Noël que j'écoute maintenant à tous
les temps des fêtes. David Harbour qui joue le Père Noël, qu'on voit aussi bien sûr dans la saison, dans la série Stranger Things, et un peu dans l'eau chaude présentement parce que Millie Bobby Brown, elle qui joue Eleven dans The Stranger Things, porté plainte pour harcèlement et bullying pendant le tournage de Stranger Things. Enfin, on ne sait pas ce qui est arrivé avec ça. C'est une tempête dans un verre d'eau. Je sais qu'il y a eu une investigation, puis après ça, on n'a pas eu vraiment de détails à savoir si on a découvert de quoi là-dedans. Mais en tout cas, c'est quand des nouvelles de même via sur les réseaux sociaux, le monde est assez vite pour justement juger puis condamner sans avoir vraiment plus de preuves que ça. Ça fait que ça reste à voir. On a aussi annoncé la suite pour Godzilla Minus One qui va être Godzilla Minus Zero. Ouais, je sais, le titre est comme weird un peu, mais Minus One qui est un chef-d'œuvre. Oh, c'est Godzilla avec la compagnie Toho, c'est un film japonais. Et ce qui est un peu dur avec les films japonais, justement, si tu parles pas japonais, tu peux l'écouter avec les traductions, mais le langage japonais puis le langage français ou même le langage anglais, c'est tellement différent que les lèvres matchent jamais les paroles. Ça fait on dirait pas capable de rester concentré sur l'écran. Tu peux l'écouter avec les sous-titres, mais on dirait lire un film, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Mais la bande-annonce a tellement piqué ma curiosité en 2023 que j'ai décidé d'aller le voir. Puis écoute, j'étais tellement investi émotionnellement dans ce film-là. Au bout de 15 minutes, j'étais comme, je parle japonais, je suis bon. Je comprends tout, tu sais, là. Je comprenais rien, il fallait que je lise les sous-titres, mais écoute, c'était tellement un bon film. Puis il a été même je crois, il a gagné des awards aux Oscars pour les effets spéciaux. Puis en effet, j'aimerais ça que Warner Brothers se base sur les films de Godzilla Toho pour leur Monsterverse avec Godzilla puis King Kong pour justement montrer une bonne histoire avec un attachement émotionnel sur les personnages puis pas trop se fier justement au CGI parce que les films sont pas mauvais les versions de Warner Brothers, mais beaucoup trop d'effets spéciaux à mon goût puis pas assez de connexion humaine, même si c'est des films de monstres. C'est là où tu vas chercher les gens, justement, en les intéressant à un niveau humain, à un niveau personnel, avec les personnages qui vont vivre de quoi d'extra, en plus de justement avoir se battre contre ces monstres-là. Puis Minus One a fait ça avec brio. Ça fait que j'ai hâte de voir ce que ce film-là va faire. Le tournage, c'est pas fini, il arrive fini. On parle d'une sortie novembre-décembre pour Godzilla Minus Zero. Ça fait que c'est sûr que je vais aller le voir. Ça, c'est garanti. On a des films Marvel et DC qui s'en viennent aussi en 2026 avec du côté de DC, Supergirl. On a aussi Clayface. Marvel, on a Spider-Man, puis on a un des films Avengers. Marvel qui a besoin d'une win solide. Ça va-tu arriver avec Spider-Man? Je ne sais pas. Chaque fois qu'on parle du film, ils sont tout après spoiler de quoi. Ils sont spoiler le retour d'un personnage. Ils sont après montrer des scènes de qu'est-ce qui va se passer. Comme ils sont tous après spoiler le film, ils ont assez peur de pas réussir, qu'ils sont après tout nous donner tout de suite. Puis d'après moi, je pense que ça pourrait jouer contre eux, ça. Il y en a aussi The Mandalorian and Grogu, film de Star Wars qui va être au cinéma printemps prochain. Du côté Star Wars, même chose que Marvel, ils ont besoin d'une win solide. La dernière saison, troisième saison de The Mandalorian date quand même d'une coupe d'années déjà. Ça fait que Grogu, qui a été encore la cote avec les fans de Star Wars, parce que oui, la première fois qu'on l'avait vu dans la série sur Disney+, il avait pris l'Internet. C'était une des rares fois où je voyais tout le monde unanimement passionné pour l'amour avec quelque chose. Ça fait que c'était beau à voir. Est-ce que c'est encore le cas? Ben, ça reste à voir avec le film. On a eu une première bande-annonce juste pour nous teaser que le film s'en vient au mois de mai. Au mois d'avril, au mois de mai, me semble. Ça fait que ça reste à voir si ça va être bon, mais Jon Favreau qui a travaillé sur les 3 saisons de Mandalorian est attaché au projet. Ça fait que, moi, personnellement, j'ai bon espoir que ça va être du moins intéressant. Et aussi, on a eu une bonne annonce pour un premier film, pas un premier film, mais une bonne annonce pour un des films qui va sortir au début de 2026 qui s'appelle Mercy, un film qui va sortir janvier-février, là, qui m'en vedette Chris Pratt, Monsieur Star-Lord lui-même dans Guardians of the Galaxy, et Rebecca Ferguson, actrice que tu peux voir tout de suite sur Netflix dans le film House Full of Dynamite. Elle a joué dans la franchise de Mission Impossible d'une couple de films. Elle a joué aussi dans Doctor Sleep, un film basé sur un livre de Stephen King. On peut la voir aussi dans l'excellente série Silo, qui est sur Apple TV+. Et ça va être pour les conspirationnistes qui se manquent de peur de l'intelligence artificielle. Ça pourrait être un film stressant parce que c'est justement un film où l'intelligence artificielle est devenue le système de justice. C'est l'intelligence artificielle qui va te juger et te condamner
selon les données qu'on va lui donner, les données que l'intelligence artificielle va recevoir, ça sonne un peu mieux, sur ton cas, sur ce que tu as fait, et il va décider de ta condamnation, si tu es coupable ou pas. Chris Pratt, on voit que lui, justement, il est accusé d'un crime dont on ne sait pas s'il l'a fait ou pas. Et avec un peu plus de profondeur, on apprend qu'il est un des créateurs de ce système de justice-là avec le AI. Ça fait qu'il y a un certain temps limité pour prouver son innocence. Ça fait que pour un première bonne annonce, là, on a donné beaucoup de détails sur le film. Ça fait que, comme je disais, un peu comme The Hand of Roger Cradle, pour donner ce genre d'informations-là, eh bien, à la fin, quelque part, il faudrait qu'il y ait un twist assez intéressant, justement, pour nous tenir intéressés à ce film-là, parce que là, on y va dans ce film-là avec, on sait, du moins de ce que je peux voir, on en sait déjà beaucoup, mais Mercy, quand même assez pour avoir aussi, avoir eu mon attention. Ça fait que, un film sûrement que je vais aller voir, ça va sortir en 2026. Mais ça, c'est l'année prochaine. Là, je vous reviens la semaine prochaine avec Predator Badlands. Avec salut tout le monde!